Le but étant de relier de chez moi à chez moi en passant par chez vous. Mes aventures et surtout les défis que je propose, c'est de venir tacler cet instinct de survie qui nous empêche d'aller plus loin et au-delà des 40% justement. Et ça me permet aussi de me connaître mieux dans la difficulté, dans le minimalisme. Bienvenue sur le Life Stories, le podcast à la croisée des destins. Aujourd'hui, on reçoit sur le plateau Hamadi Wolf. Bonjour Hamadi. Bonjour. Alors Hamadi, tu es pompier volontaire, ultramarathonien. Tu consacres ta carrière au dépassement de soi. Donc on va revenir un peu sur toute cette carrière. Tu as créé notamment ton association La Meute en 2022. On va revenir sur ta carrière, mais aussi tes espoirs, tes craintes. Avant tout, je voulais te poser une petite question. Chez Life, on a 5 principes fondamentaux. Solidarité, engagement, efficience, sourire et transparence. Auxquels tu t'identifies le plus? Alors je dirais la solidarité. La solidarité, je pense que c'est une valeur que je porte depuis que je suis tout petit et que j'essaie de transmettre toujours avec les réseaux sociaux et aussi avec l'association La Meute et les événements que j'organise. Alors Hamadi, justement, en parlant de réseaux sociaux, tu t'es fait connaître sur les réseaux sociaux en partageant tes nombreux exploits sportifs. Notamment, il y en a un qui a retenu mon attention. Alors, tu as fait beaucoup de courses à pied et à vélo. Il y en a un qui a retenu mon attention. Tu as fait la course à vélo de Paris à Tétouan. Et tu as fait passer comme message sur tes réseaux sociaux que tu voulais symboliquement relier les deux chez toi. Je voulais que tu me parles un peu plus de ce message, de cette symbolique. C'est ça. Le but étant de relier de chez moi à chez moi en passant par chez vous. Ça, c'est vraiment le slogan que j'avais utilisé pour ce défi-là. Je voulais vraiment relier la maison dans laquelle j'ai grandi, donc dans l'Oise, près de Roissy-Charles de Gaulle, et aussi une maison que mes parents ont pu acquérir au Maroc, vu qu'on est originaire du Maroc. Et cette route-là, on l'a faite des centaines de fois, je dirais, en voiture. Et à chaque fois, c'était des histoires incroyables. On passait 2-3 jours sur la route, même des fois 24 heures. Ça dépendait vraiment des circonstances. On y allait en famille. Et là, c'était vraiment pour vivre ce voyage-là seul et aussi d'une autre manière et vraiment prendre le temps de partir sur les terres d'origine de mes parents. Ouais, c'est toujours des bons souvenirs en plus, le trajet en voiture. Ah ouais, vraiment, j'ai des bons souvenirs avec mon petit frère, avec les cousins, etc. Franchement, c'est des bons souvenirs que j'ai pu me remémorer parce que j'ai pris exactement la même route qu'on prend lorsqu'on allait au Maroc en voiture. Et du coup, chacun de tes exploits porte un message que tu fais passer sur tes réseaux sociaux. Mais je voulais savoir, toi, quand tu réalises un défi, comme tu aimes les appeler, un défi sportif, un défi physique, qu'est-ce que ça t'apporte personnellement? C'est quoi? C'est de la satisfaction? Alors forcément, il y a de la satisfaction quand je réussis. Il y a aussi énormément de dépassement de soi, de dopamine que je crée tous les jours en faisant, en accomplissant mes étapes, parce que je fais ça par étapes. Alors c'est des aventures qui sont super longues, sur 12 à 16 jours. Et par contre, la plus belle chose que ça m'apporte, c'est vraiment le fait de se connaître beaucoup mieux. J'ai fait des grandes aventures et des petites aventures. Et ça me permet aussi de me connaître mieux dans la difficulté, dans le minimalisme aussi beaucoup. Le fait de ne pas avoir besoin de grand-chose pour vivre au final. J'ai fait des aventures avec un petit sac, notamment quand je suis parti au Maroc. J'avais pas une voiture remplie de mes affaires, j'avais juste un petit sac où je mettais mes affaires pour le voyage et pour arriver au Maroc. Et donc le fait de se connaître beaucoup mieux, c'est ça qui est important pour moi. Ben, tu sais, en parlant d'apprendre à se connaître, à l'origine, il me semble que du coup, tu as fait des études d'ingénierie et qu'en fait, rien ne te destinait à ce destin de pompier volontaire, d'ultramarathonien. Et est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu t'es posé et tu t'es dit, là, j'ai besoin de me redécouvrir? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur au commencement de ces défis? Alors, déjà, j'ai déjà fait des défis avant de devenir ingénieur. J'ai déjà fait des défis sportifs. Mais il n'y a pas eu vraiment de moment clé, je dirais. C'était plus une réflexion sur la longue durée. Et puis après, la décision aussi de quitter ce monde-là d'ingénierie.
Après, je mettais un point d'honneur aussi à finir mes études. Voilà, au moins j'avais un diplôme, je pouvais faire entre guillemets ce que je voulais. Et puis après, j'avais la possibilité de m'orienter vers tous les horizons. Je pense que ouais, forcément, cet aspect défi, c'est ancré dans ta personnalité. J'ai fait une petite recherche et j'ai une petite anecdote pour toi. Quand tu étais petit, t'adorais un film de danse et il y avait un pas de danse en particulier que tu voulais à tout prix reproduire. Et tu t'es essayé pendant des jours et des jours jusqu'au jour où tu as appelé ta famille et tu as dit ah ça y est j'ai réussi, je l'ai fait. C'est peut-être ça en fait, tu t'es cherché mais c'est peut-être ça ce que t'es finalement, cette obsession pour réussir ces défis. Ouais, je sais que j'ai du mal à abandonner, j'ai énormément de mal à abandonner. Je me rappelle très bien de ce film. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, bah forcément, j'avais aussi de la fierté, donc je voulais le montrer à mes parents et puis aussi à toute ma famille. Et je dirais que c'est un peu la même chose aujourd'hui, à plus grande échelle. Et aussi, je consacre tout mon temps à ça, donc c'est beaucoup plus simple. En 2003, tu t'engages chez les jeunes sapeurs-pompiers. C'est un choix un peu étonnant dans la mesure où c'est un... T'as quel âge à ce moment-là en 2003? J'ai 9 ans. T'as 9 ans, c'est un âge où quand même on pense plus à sortir jouer au foot qu'à s'engager chez les pompiers. Je voulais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises oh, j'ai envie de devenir pompier, ça m'attire. Et ça, c'est à cause de ma grande sœur. Moi, je voyais ma grande sœur partir à la caserne, donner son temps pour aider les gens. Et il y avait aussi cette pratique sportive qu'elle faisait au profit du fait d'aider les gens au quotidien. Et ça m'a vraiment attiré, cette pratique sportive pour pouvoir aider les gens, avoir une bonne condition physique. Moi, ça m'a attiré. Du coup, j'ai pas hésité. Je me suis dit, allez, let's go. Let's go. Après, c'est vrai que j'étais super jeune. À 9 ans, c'est pas forcément l'âge idéal. Maintenant, je me suis épanoui et puis ça m'a permis de grandir aussi avec les valeurs des sapeurs-pompiers. D'ailleurs, c'est quoi ces valeurs de sapeur-pompier? Moi, demain, si je veux m'engager auprès des pompiers volontaires, qu'est-ce que je dois profondément être? Alors, il y a 3 valeurs chez les sapeurs-pompiers. C'est l'éthique du sapeur-pompier. Il y a l'efficience, l'altruisme et la discrétion. Donc ça, c'est vraiment l'éthique du sapeur-pompier. Après, il y a aussi le courage et le dévouement qui est vraiment connu. Et je pense que ces 3 valeurs-là sont très importantes pour être sapeur-pompier aujourd'hui en France, que ce soit volontaire, professionnel ou militaire. Il y a ces trois principes qui sont super importants. L'efficience, comme un des 5 principes fondamentaux de Life. D'ailleurs, le métier de pompier, c'est un métier super humanitaire. Je sais que déjà, à l'école, tu disais que souvent on disait de toi que t'aidais plus les gens que tu ne t'aidais toi. T'as toujours eu un esprit naturel en fait d'engagement et de solidarité. Comme t'as dit, c'est ce qui te représente le mieux. Est-ce qu'il y a un événement en particulier dans ta vie qui a fait que ça a déclenché en toi cette envie d'aider les gens? C'est incroyable que tu me dises ça parce qu'il y a très récemment, là, je te raconte une petite histoire qui est arrivée très récemment. J'étais en intervention et tout de suite dans la maison, j'ai reconnu mon ancienne prof de français. Et du coup, on a un peu discuté, la situation le permettait. On a discuté, elle m'a dit, et ça m'étonne qu'elle s'est rappelée de moi déjà, d'une part, et elle m'a dit, je me rappelais très bien de vous, je sais que vous étiez déjà chez les pompiers, mais que vous aidiez aussi vos camarades à chaque fois. Donc ça m'a vraiment, vraiment choqué parce que j'avais pas l'impression de dégager cette image-là, encore moins au lycée. Je sais pas si, pour répondre à ta question, je sais pas s'il y a eu un moment clé pareil. Je pense que c'est inné. C'est avec l'éducation de mes parents. C'est surtout avec l'éducation de mes parents, je pense. Et le fait d'avoir intégré aussi les jeunes sapeurs-pompiers assez tôt, qui a fait que je donnais cette image-là, qui est sûrement pas fausse, de plus aider les gens plutôt que moi-même. Parallèlement, du coup, à cette carrière chez les sapeurs-pompiers, tu as toujours été passionné de course. Tu as toujours aimé courir. Et j'ai remarqué que tu as une certaine pudeur. Là, tu t'essaies à l'exercice, mais sur tes réseaux sociaux, tu agis beaucoup, tu parles peu. Et je voulais savoir, est-ce que la course, ça s'est manifesté pour toi comme étant un exutoire? Est-ce que la course est devenue ton moyen d'expression?
C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je partage pas forcément ma vie. Comme tu as pu le remarquer, je suis assez pudique là-dessus. J'ai remarqué aussi que j'arrive plus facilement à faire des stories pendant que je suis en train de faire une aventure. C'est beaucoup plus facile pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qui me permet de m'ouvrir, en fait. Je pense que je me sens vraiment moi-même quand je suis dans une aventure ou dans un défi sportif. C'est là où vraiment je m'épanouis parce que j'aime beaucoup ce que je fais et surtout le dépassement de soi. Et il y a aussi un autre aspect que t'aimes dans la course, c'est l'aspect solidaire, l'aspect de groupe. Ça contraste un peu avec la course qui, enfin moi j'ai toujours vu la course comme étant une activité très personnelle en fait. C'est tes performances, c'est ton temps de cours, tes courses, etc. Mais t'as fondé cette association en 2022 qui s'appelle La Meute, qui a une dynamique très collective en fait. Et je voulais savoir pourquoi c'était si important pour toi de partager en fait ces moments de course. Alors pour moi, la course à pied, c'est beaucoup plus que du sport. Moi, j'ai fait du sport, j'ai fait de l'athlétisme pendant 1 an. C'est vrai que c'était vraiment cet esprit-là. C'est un sport très solitaire. C'est la performance de chacun, c'est les entraînements de chacun. Moi, j'aime pas du tout cet état d'esprit. Je suis plus dans le partage d'aventure. Si j'ai créé cette association La Meute, c'est justement, tu l'as bien compris, pour rassembler vraiment un maximum de personnes, pour qu'ils comprennent dans un premier temps qu'est-ce que je peux vivre moi dans mes aventures. Donc ça, c'est ma façon à moi de partager ce que je peux vivre sur les grandes aventures, notamment quand je suis parti au Maroc ou alors Paris-Marseille en courant. Et c'est pour ça que j'organise ces événements, pour que les gens ils comprennent qu'ils aient ce dépassement de soi et l'ouverture au champ des possibles. Et ça, c'est super important, l'ouverture au champ des possibles. Il y a des gens, ils sont venus me dire « Merci Amady, vraiment, grâce à toi, maintenant, je sais que je suis capable de faire ça et je vais aller plus loin. » Et ça, c'est vraiment ce que je recherche à faire avec mon association. Si je te parle de la règle des 40%, est-ce que ça te parle ? De David Goggins. David Goggins qui est un conférencier américain qui est connu pour ses nombreux exploits sportifs. C'est une de tes inspirations. Et du coup, il a théorisé le fait que les humains n'utiliseraient que 40% de leur capacité physique et intellectuelle. Est-ce qu'il y a une volonté de ta part, avec ton association, de briser collectivement ce plafond des 40%? Ah mais carrément. Moi, c'est vraiment l'ouverture des champs des possibles. Avec cette règle des 40%, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur cette règle des 40%, justement. Et je me dis que si l'humain il utilise que 40% de ses capacités physiques et intellectuelles, c'est à cause de l'instinct de survie, qui est totalement normal, qui est extrêmement fort. Le premier instinct, c'est l'instinct de sauvegarde, avec la descendance, etc. Puis après, on a l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est ce qui va nous arrêter, c'est ce qui va nous faire peur, c'est ce qui va nous faire rester dans le canapé, tranquillement au chaud, au lieu d'aller courir. On a tous eu envie de reprendre le sport à un moment donné dans notre vie. Et en fait, c'est l'instinct de survie qui nous dit « Non, reste tranquille, reste au calme et va pas te mettre, entre guillemets, en danger. » Parce que quand on fait du sport à haute intensité, forcément, on se fait du mal. Et c'est ça qu'il faut venir tacler. Et notamment, c'est ce que j'essaye de faire avec mes aventures et surtout les défis que je propose. C'est de venir tacler cet instinct de survie qui nous empêche d'aller plus loin et au-delà des 40%, justement. Pour continuer sur David Goggins, alors un jour, tu vois un mardi soir, tu vois une vidéo. David Goggins qui se lance en défi, courir 4 miles toutes les heures pendant 48 heures. Tu regardes cette vidéo mardi soir et samedi, il y a 20 personnes dans le garage de tes parents pour réaliser la première édition des 24 heures du loup. 4 km en 1 heure pendant 24 heures. Et je voulais que tu me parles un peu de cette initiative. Déjà, pourquoi aussi rapidement ? Est-ce que tu as tendance à faire les choses avec impulsivité ? C'est quoi la réaction de ta famille quand il y a 20 personnes dans ton garage ? Et aussi, pourquoi partager ça ? Dans la mesure où ça aurait pu être ton défi. Tu aurais pu te valoriser tout seul en fait avec ça sur les réseaux sociaux. Mais tu as décidé de partager cette aventure. Et pourquoi ? Alors, je partage souvent mes aventures
pour justement montrer à des personnes que sans préparation, on peut aller plus loin à chaque fois. Donc, toujours dans la même idée, c'est l'ouverture des champs des possibles. Et donc, pour cette petite histoire, j'avais regardé, j'étais en train de scroller sur TikTok et sur Instagram. Et en fait, je tombe justement sur cette vidéo de David Goggins qui explique son défi. Et son défi, il m'a interpellé. Je me suis dit, j'aimerais bien savoir si j'y arrive quand même. Et je me suis dit, le plus vite possible sera le mieux parce que j'ai du mal à attendre. J'ai du mal à attendre. Et du coup, j'avais que 24 heures devant moi pour le samedi. Et je me suis dit, je suis en France, je vais parler en kilomètres. Et je me suis dit aussi, 4 kilomètres toutes les heures pendant 24 heures, c'est un très beau défi, très sportif et aussi qui va engager des gens parce qu'ils vont pouvoir venir courir avec moi sur 1 à 2 boucles, par exemple. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le mercredi, je fais une story en invitant des gens. Et le samedi, justement, on est à peu près 21 personnes à venir faire ce défi avec moi sur 24 heures. Alors, les gens, ils pouvaient faire autant de tours qu'ils voulaient. Et le but étant pour moi de faire les 24 heures, justement. C'est dingue. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 coureurs avec toi régulièrement sur les éditions du 24 heures du Loup. Alors, il y a un truc avec lequel tu n'as pas trop de chance, c'est la météo. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de chance avec la météo que tu as décidé de réaliser la prochaine édition des 24 heures du Loup dans le désert? Là, tu t'es dit, au moins, c'est sûr, il ne va pas pleuvoir. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas de chance avec la météo. À chaque édition, il pleut. À chaque édition. Même s'il pleut pas la journée, on sait qu'il va pleuvoir la nuit. Là, sur la dernière édition, il a plu 1 heure, mais ça suffit. Et là, du coup, je me suis dit, on va le faire au Maroc, dans le désert. Là, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Là, s'il pleut, c'est que vraiment, tu es destiné à courir trempé. Ouais. Alors, hormis la météo, est-ce que parfois, dans tes expériences, il y a un moment où tu as eu un petit moment de recul, où tu as un peu regretté, tu t'es dit, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, je dirais pas que j'ai regretté. Parce que à partir du moment où je me suis dit, je vais faire ce défi-là, c'est déjà une belle victoire. Et de se lancer et aller faire son premier pas, c'est déjà une victoire. C'est d'avoir contré cette peur qui est constante. Hein, quand on se dit que je vais faire quelque chose, par exemple un marathon, qu'on n'a jamais fait de marathon, bah, on se demande si on peut y arriver, etc. On a des doutes, on a des peurs. Et le fait d'être sur la ligne de départ, déjà, ça, c'est une grande victoire. Donc, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Je me dis pas, j'aurais pas dû venir, j'aurais pas dû faire ça. En tout cas, j'ai pas encore eu ce sentiment-là sur des aventures. Par contre, je me suis dit plusieurs fois, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai eu cette idée? Et ça arrive souvent parce que pendant qu'on court, on pense à énormément de choses. Il y a énormément de choses qui passent dans nos têtes et forcément, il y a des doutes qui arrivent. Il y a aussi des certitudes. On passe à des niveaux très hauts comme très bas. Mais en termes de regrets, non, j'ai jamais eu de regrets, heureusement. Par contre, oui, je me suis dit, là, je me suis mis vraiment dans des situations difficiles. Quand j'ai couru l'été dernier de Tanger jusqu'à Agadir, en plein mois d'août, là, je me suis dit, ouais, ça va être très compliqué. Surtout les 2 premiers jours. J'aurais pu, mais c'était ce mois-là qu'il fallait... Enfin, je devais le faire ce mois-ci. Tu vois, c'est des impulsions, en fait. Je vois que c'est assez impulsif. Tu décides d'un truc, tu le réalises. Tu fais un peu les choses sur un coup de tête. Je l'ai fait sur un coup de tête. On peut dire ça parce qu'il y a des personnes qui préparent des aventures. Il y en a énormément, des gens qui préparent des aventures. Mais ils prennent à peu près entre 1 an et 2 ans de préparation. Moi, c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, c'est plus de l'ordre de 4 semaines, 2 mois, quoi. Je fonce dans le tas. Après, peut-être pas non plus tête baissée. Il y a quand même une grosse réflexion. Et il faut surtout aussi que le défi, il me tienne à cœur. Il faut vraiment que je le ressente. Parce qu'on m'a proposé pas mal de défis aussi en parallèle. Et à partir du moment où je le sens pas, j'y vais pas. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. Et que là, il y a une certaine excitation, une certaine peur aussi qui arrive pour que je me lance. Du coup, bien que tu aimes le partage, tu adores aussi vivre tes aventures assez seul. Et tu as une super philosophie. Tu dis que seul, on est plus ouvert au monde.
Et je trouve ça super beau. Est-ce que tu as fait des rencontres en particulier, des gens, des chemins que tu as croisés, en fait, que tu n'aurais pas nécessairement croisés si tu avais eu des œillères en étant accompagné par des gens? Ah, c'est une certitude. À chaque voyage, j'ai fait des rencontres incroyables. Des rencontres que, aujourd'hui, j'ai toujours gardé contact avec certains, d'autres pas du tout. C'est juste voilà, des rencontres inopinées, entre guillemets. Mais c'est sûr que j'aurais jamais pu faire ce genre de rencontre si j'avais été accompagné ou alors même avec un autre moyen de locomotion. Avec le Paris-Marseille, par exemple, j'ai été accompagné par mon pote Chris qui a fait la logistique sur ce trajet-là. Et là, forcément, j'avais des œillères. J'ai rencontré des gens parce que j'étais pas tout le temps avec lui. Lui, il était en voiture et on avait des villes-étapes, entre guillemets. Il me rejoignait, il me donnait à manger, de l'eau, etc. Et puis, gérer l'hébergement, ce qui était hyper important. Mais pendant que je courais, effectivement, j'ai fait des rencontres. Notamment, j'avais rencontré une personne dans une boulangerie qui faisait Paris-Marseille aussi en même temps que moi, mais à vélo. Et on s'est croisés à cette même boulangerie. Alors ça, c'était incroyable. Mais alors, tout seul, sans accompagnement, ouais, là, on s'ouvre beaucoup plus à l'humanité. On n'est pas fait pour être seul, de base. On n'est vraiment pas fait pour être seul. On est fait pour vivre en communauté. Et donc, comme on est seul, et on se sent obligé et instinctivement, de toute façon, on va vers les gens. Et souvent, on dit que les meilleures rencontres sont les plus simples. Moi, je comprends pourquoi cette rencontre dans cette boulangerie elle t'a marqué. Parce que même sinon, de notre œil extérieur, on se dit, mais pourquoi ça l'a autant marqué? C'est juste un mec qui fait comme lui. Mais en fait, je pense que c'était vers la fin, non? T'as dû arriver à un moment où tu devais être fatigué et rencontrer quelqu'un qui se donne le même challenge que toi. Ça crée un peu une connexion, un lien d'âme. Et d'ailleurs, t'as une vision de la vie très simple. D'une grande simplicité. Tu t'es décrit toi-même tout à l'heure minimaliste. Est-ce que cette simplicité, c'est une sorte de moteur pour toi? Alors, je dirais que oui. Moi, j'ai fait des études en mathématiques. Mon oncle, il a fait des grandes études en mathématiques. Il m'a toujours dit, quand tu es en difficulté, tu reviens à la base. Toujours. Et cette manière de réfléchir, je l'ai étalée à ma vie entière, en fait. Et notamment sur mes défis. Par exemple, si aujourd'hui, j'arrive à proposer un événement de course à pied sur 24 heures à 10 € seulement, c'est parce que je me réfère à la base. Les gens, ils s'inscrivent pourquoi? Ils viennent courir. Enfin, ils viennent à un événement pourquoi? Pour courir, tout simplement. Donc, il n'y a pas tous les artifices, etc. Si tu viens, tu payes 10 € ton inscription, tu n'as pas forcément de t-shirt à l'arrivée, ni de médaille, mais de toute façon, ce n'est pas une compétition. Donc, il n'y aura pas de tout ça. Mais on revient à la base. On vient courir, on paye 10 € pour au moins le ravitaillement, mais toujours à la base. Et je pense que c'est de là devient mon esprit un peu minimaliste. C'est que quand je commence à être en difficulté, même sur mes défis, moi je reviens à la base des choses. Je vais bien, je suis debout, je respire, j'ai de l'eau, j'ai à manger. Tout va bien. C'est pas grave. Et est-ce que la peur, c'est une difficulté que tu rencontres? Comment tu gères la peur? Est-ce que tu t'appliques du coup ta méthode mathématique, tu reviens à la base? Peut-être tu l'accueilles cette peur? Comment tu la gères? Alors revenir à la base, c'est un peu plus dur avec la peur. La peur, elle est là, c'est réel. Il y a toujours une petite voix dans notre tête qui nous dit il va se passer ça, il va se passer ça, fais attention. Et à chaque veille de grande aventure, de petite aventure, déjà, j'ai du mal à dormir. Forcément, j'en fais des cauchemars. Donc, il y a toujours une peur. Mais mon défi, avant le défi, c'est de contrer cette peur et de l'accueillir à bras ouverts et de l'utiliser justement pour pouvoir performer sur mon aventure. En parlant de peur, alors là c'est ma peur personnelle, mais dans ton histoire il y a un truc un peu dingue, c'est que t'as pas eu peur de lâcher ton chemin qui t'était prédestiné dans l'ingénierie et t'as tout plaqué pour vivre de ta passion. Aujourd'hui t'es payé à courir et aider les autres, donc je pense que t'es aux anges et je voulais savoir, est-ce que t'as sacrifié des choses pour ça? Forcément, j'ai sacrifié entre guillemets une carrière d'ingénieur ou de responsable de production. Ça n'a pas été une décision super simple à prendre.
Donc j'ai sacrifié pas mal de choses, mais j'ai pesé le pour et le contre. Et encore une fois, je suis revenu à la base. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me plaît et qui m'anime. Et vraiment, j'ai envie de le faire. Est-ce que, pour terminer, Amady, tu as un message d'espoir à nous faire passer? Moi, je dis souvent, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Faut tester. Faut tester. Parce que nos peurs, elles émanent d'idées reçues, de paroles qui viennent de l'extérieur, etc. Et honnêtement, tant que tu l'as pas fait, tu ne sauras pas. Donc, let's go. Et parfois, faut juste faire pour tuer la peur. Faut faire le premier pas. Une fois que le premier pas il est fait, après ça glisse. Après, c'est plus simple. Il y a d'autres difficultés qui arrivent. Mais la peur, en tout cas, elle est partie. Le plus dur, c'était avant. Merci pour cet échange, Amady. C'était Sarah Bouchamama en compagnie d'Amady Wolf sur le plateau du Life Stories, le podcast à la croisée des destins.